Bonsoir et bienvenue à la conférence de clôture de ce premier salon SME Online. J'espère que vous avez eu l'occasion de visiter de nombreux stands virtuels tout au long de cette journée inédite et de chatter, skyper, dialoguer avec les différentes entreprises et tous les spécialistes qui à vos questions, vous faire partager leur expertise et vous donner les clés pour vous lancer à votre tour peut-être dans l'entreprise, dans l'aventure de l'entreprise et de la micro-entreprise. Ils étaient là eux-mêmes sur le salon avec leurs enseignes toute la journée. Ils nous font le plaisir de participer à cette conférence de clôture ce soir. Avec nous sur ce plateau, Marc Boré, tout d'abord. Vous êtes le directeur général de Rent-A-Car, un réseau bien connu de la location de voitures que vous avez repris en 96 et qui compte aujourd'hui plus de 300 agences en France. Bonsoir. Bonsoir. À vos côtés, nous avons Anne-Catherine Péchineau. Vous êtes présidente de Gîtes de France. C'est le leader européen de l'accueil chez et par l'habitant, avec 47 000 propriétaires qui adhèrent au label et qui bénéficient donc de la caution de cette marque bien connue de tous, qui est même d'ailleurs, je crois, spontanément citée dans le top 3 des marques que les Français connaissent et apprécient dans le tourisme. Tout à fait, bonsoir. Nous avons également Patrice Degnaud qui est avec nous. Vous êtes président fondateur de Maisons et Services. C'est le premier réseau national d'entreprises pour l'entretien de la maison et du jardin. C'est un réseau que vous avez créé il y a une quinzaine d'années et implanté aujourd'hui dans plus de 100 villes françaises. Vous êtes également président de la CCI Mayenne et vice-président de la CCIR Pays de Loire. Bonsoir. Bonsoir. Nous avons à vos côtés Laurence Potier-Caudron. Alors vous, Laurence, après avoir travaillé dans de grands groupes puis dans l'intérim, vous avez décidé de monter en 2000 votre propre réseau d'agences qui s'appelle Temporis, afin de faire ce métier avec vos propres valeurs. Vous nous direz d'ailleurs lesquelles tout à l'heure. Votre réseau compte aujourd'hui 130 agences d'intérim. Vous avez réalisé 250 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2015. On en reparlera dans cette conférence. Et puis enfin, Martin Lepéchon, vous êtes avocat à la Cour de Paris, fondateur du cabinet CLP Avocat, spécialiste de la franchise. Vous intervenez en fait à tous les stades de la vie des réseaux, du choix du modèle à la rédaction du contrat, etc., etc. Vous nous ferez partager votre expertise. Bonsoir. Puis je me présente aussi, tant qu'à faire. Je suis Lomique Guillaume, je suis rédacteur en chef du magazine Management, dans les pages duquel nous avons très souvent l'occasion de parler de création d'entreprise, de donner la parole à des créateurs de tout poil, de parler de franchise, etc. Donc je suis ravi d'être avec vous ce soir. Juste quelques petits mots avant de commencer sur ce secteur qui se porte très très bien. On est là pour parler des opportunités qui peuvent se présenter aux gens qui ont envie de se lancer dans la création. C'est assez rare pour être signalé. Le secteur se porte bien. Selon les derniers chiffres publiés fin mai, donc c'est tout frais par la Fédération du commerce associé, cette forme de réseau a connu une croissance de 3% l'année dernière, créé 6 860 emplois. En tout, on compte 32 430 chefs d'entreprise, 44 000 points de vente, 146,9 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2015. C'est un tiers du commerce de détail en France. Et on parle seulement du commerce, pas des services, ni du tourisme, ni d'autres. C'est vraiment un secteur en pleine croissance qui prend des formes très nombreuses. Ce que nous allons voir avec vous, Martin, pour commencer. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les différences qui existent dans toutes ces formes de commerce entre franchise, licence de marque, concession exclusive, affiliation, etc. En quelques mots, comment on peut se lancer et sous quelle forme? Alors effectivement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, un entrepreneur qui souhaite rejoindre un réseau a l'embarras du choix. Il existe de nombreuses formes qui le permettent. Au premier rang de ces formes, celle à laquelle on pense généralement, c'est la franchise. La franchise, on peut présenter ce modèle comme la forme contractuelle la plus aboutie, qui comporte 3 éléments essentiels: la mise à disposition au bénéfice de l'entrepreneur indépendant d'une marque, d'un savoir-faire et d'une assistance qui lui permet de progresser, de se développer avec le soutien de sa tête de réseau. À côté de cette forme, qui est une fois encore, je pense, parmi les plus connues et la plus aboutie, on a d'autres formes, elles aussi très performantes, telles que la concession, qui se trouve, sans que ce soit péjoratif, un rang en dessous, c'est-à-dire qu'on a à peu près la même organisation sans forcément que l'existence d'un savoir-faire soit présente. Donc on a une marque et souvent de l'assistance. Nous avons également une autre forme qui est la licence de marque, qui est un modèle beaucoup plus simple, puisque la relation est orientée exclusivement autour de la mise à disposition d'un signe distinctif au profit de l'affilié. Il y a souvent un peu de service également, mais c'est quand même une approche plus limitée. Et enfin, alors on a une forme qui est peut-être plus adaptée à des entreprises internationales qui veulent s'implanter dans un pays. Oui, tout à fait. Ou c'est aussi adapté généralement à des jeunes réseaux qui ne sont pas forcément
très au point, si je puis dire, en termes de savoir-faire. Voilà. Et puis on a une autre forme qui est le commerce associé, qui renvoie au groupement et aux coopératives. Alors en termes de développement, on retrouve les mêmes fondements que des réseaux de franchise classiques ou de concession, à la différence près qu'on a une gouvernance partagée, puisque les membres du réseau, c'est ça qui est intéressant, sont aussi propriétaires de la tête de réseau en détenant tout ou partie du capital et donc s'expriment dans la gouvernance de la tête de réseau. Très bien. Et la forme la plus répandue aujourd'hui, ça reste la franchise. On utilise le mot franchise un peu à toutes les sauces. Voilà, donc il y a beaucoup de réseaux qui se présentent comme des franchises qui n'en sont pas. La franchise est aujourd'hui en France à un stade de maturité exceptionnel, puisqu'on a des acteurs de très haute qualité qui s'exportent, des franchisés qui sont bien recrutés, donc qui réussissent. Donc effectivement, à mon avis, c'est une des formes les plus connues, les plus reconnues et les plus performantes, mais toutes les autres formes que j'ai évoquées prospèrent efficacement dans bien des secteurs. On verra tout à l'heure laquelle est la plus adaptée quand on veut se lancer. Auparavant, juste un petit tour de table pour savoir quelle est la forme que vous avez choisie pour vos propres entreprises. Marc, comment avez-vous développé votre réseau et sous quelle forme ? Alors moi, pour répondre rapidement à votre question, je suis dans la location de voitures quand même depuis un certain nombre d'années. 96, et il est vrai que j'avais commencé avant en tant que loueur indépendant. Et donc, à un moment donné, j'ai aussi pratiqué ce que c'était qu'une association de réseau, une sorte de groupement qui avait des avantages et des inconvénients. Chacun gardait sa liberté, mais en revanche, on avait la possibilité d'avoir notamment une centrale d'achat, une centrale de référencement pour acheter des assurances, des financements, des voitures. Et puis, à partir du moment où j'ai commencé à grossir, effectivement, j'ai ressenti le besoin d'avoir un réseau mieux organisé. Et là, j'ai passé le cap de la franchise parce qu'effectivement, à un certain moment, on est obligé, si on veut développer une notoriété, et surtout pas seulement une notoriété, une image, si on veut véhiculer cette image, il faut forcément qu'il y ait des engagements réciproques entre le franchisé et le franchiseur, et entre le franchiseur et le franchisé. Et c'est pour ça que j'ai opté pour la franchise. Véhiculer une image, c'est d'autant plus important dans l'automobile. C'est le cas de le dire, oui. Pour vous, Anne-Catherine, c'est un peu différent puisque vous êtes une association, Gîtes de France. Alors exactement, Gîtes de France est une association loi 1901. Alors pourquoi ? Tout simplement parce qu'on existe depuis très longtemps, plus de 60 ans. Et il y a 60 ans, quand le réseau a été créé, il a été créé par des agriculteurs qui voulaient lutter contre la désertification des campagnes et qui se sont regroupés sur la forme qu'ils connaissaient, qui était une association loi 1901. Donc vous avez des adhérents, vous n'avez pas des franchisés. Exactement, nous avons des adhérents qui adhèrent et avec le double système de gouvernance dont parlait Martin tout à l'heure, puisque le président de Gîtes de France possède lui aussi un gîte. Donc les adhérents décident de la stratégie de l'entreprise. D'accord. Pour vous, Patrice ? Oui, alors chez Meso Service, oui, c'est un réseau de franchise, donc nous sommes franchiseurs, mais je serais tenté de dire que c'est un petit peu compliqué à entendre, mais c'est pourtant vrai, c'est plutôt un réseau d'amis, un réseau de copains, les gens renouvellent, on est vraiment dans la complicité, dans le partage. Donc voilà, la franchise, c'est un cadre juridique, mais il faut qu'il y ait du plaisir, sinon on ne peut pas travailler durablement ensemble. Vous avez beaucoup d'amis ? 130. Laurence, de votre côté, pourquoi ? Quel format et pourquoi ça ? Alors le format que j'ai retenu, c'est également le format de la franchise. Justement par rapport à ce que vous venez de dire, parce que c'était la façon la plus aboutie. Que en fait, moi je venais effectivement d'un grand groupe de travail temporaire puisqu'il s'agit d'Adéco et qu'en fait je voulais apporter à la fois des moyens forts à mes franchisés. Il me semblait que la franchise était justement le meilleur moyen d'avoir des droits et des devoirs réciproques. Et quand je regardais les façons de se développer, je voyais le succursaliste que j'avais vécu avec une personne qui décide et des gens qui appliquent. Pour moi, la coopérative était un moyen que tout le monde décide, mais ça faisait beaucoup de décideurs. Donc j'aime bien le côté de la franchise où pour moi, chacun amène ses idées et qu'en fait, ça va être l'idée qui va être finalement le patron, parce que c'est la bonne idée qui va faire prendre la décision et faire progresser le réseau. Donc dans la mesure, bien sûr, où un franchiseur a mis les outils de dialogue nécessaires entre ses franchisés et lui. Donc un franchisé ne doit pas venir en espérant que vous ayez toutes les solutions, mais il doit lui-même contribuer au succès du réseau en apportant ses idées. Il n'est pas simplement là pour recevoir quelque chose du franchiseur. Complètement, c'est-à-dire que les deux, parce qu'en fait le franchiseur va avoir ses idées, peut-être va apporter une vision du métier, mais le franchisé
franchisé, il va travailler au quotidien. Et en fait, moi, quand j'étais dans un groupe succursaliste, des fois, je pestais quand je recevais des outils marketing. Je me disais, si les gens du marketing étaient sur le terrain, peut-être qu'ils nous auraient pas fait ces outils-là. Donc là, nous, on fonctionne de la manière suivante. On travaille avec les franchisés sur le marketing. On décide ensemble de l'attribution du budget de com'. Et en fonction de ça, on sait que ça va correspondre aux attentes des franchisés puisqu'ils auront participé à la décision. Alors bien sûr, le franchiseur a le dernier mot, mais il a quand même une écoute suffisante pour que ça se passe bien et que finalement tout le monde soit satisfait des décisions qui sont prises parce qu'elles sont plutôt collégiales. Alors on est assez proche dans la relation avec les franchisés. Ce qu'ils prouvent, c'est les renouvellements. Ça, je pense que c'est un signe pour les franchiseurs important. Il reste un signe pour combien de temps au départ ? Ils signent pour 7 ans. Et donc, il y a des renouvellements. Il y a un autre indicateur que j'aime beaucoup, moi, celui qui me rend le plus fier. C'est celui de l'indicateur de la franchise qui va demander à mes franchisés leur niveau de satisfaction. Et quand on sort premier en B2B, moi, j'avoue que c'est mon auréole. Alors vous, Patrice, vous travaillez avec des amis, donc, mais comment vous les sélectionnez ? Quelles sont les motivations qui doivent être exprimées et qui sont importantes à vos yeux pour que vous acceptiez quelqu'un dans votre réseau, un nouvel ami ? Oui, alors moi je suis un peu atypique parce que déjà je vais choquer puisque moi j'ai fait le choix de ne pas prendre de droit d'entrée. Tout simplement pour, d'abord parce que j'en ai pas besoin, et que ça me permet vraiment de choisir librement. Et alors je suis un petit peu provoque parce que pour tous les internautes qui nous écoutent, ça va être à vous de prouver que vous allez pouvoir apporter une valeur ajoutée au réseau. Je suis totalement libre, personne de mon entreprise n'est impliqué à telle ou telle prime pour vendre un secteur, il n'y a pas de droit d'entrée. Et bien évidemment, les rencontres sont obligatoires et je vais même jusqu'à une sorte de cooptation puisque je demande aux candidats d'aller... Alors maintenant, aujourd'hui, c'est facile. Il y a 15 ans, on devait convaincre. Aujourd'hui, c'est simple. Il suffit de prendre le téléphone, de téléphoner à n'importe quel membre du réseau Maison et Services et de savoir comment il est traité et pourquoi il est déjà renouvelé 2 ou 3 fois puisqu'on commence à voir les premiers qui ont déjà renouvelé 2 fois. Donc, vous savez, c'est comme le recrutement. Personne, alors j'ai à côté là, quelqu'un de l'intérêt, mais le recrutement, c'est pas une science exacte. Et c'est du 50-50. On a 50%, si on a peur de se tromper, la personne des fois a peur de ne pas être recrutée. Donc il faut prendre le temps de se connaître, de se découvrir et puis de regarder. Aujourd'hui, c'est facile, puisque le secteur est mature, ça fait 15 ans. Voilà, c'est simple. Il suffit d'aller se renseigner et de regarder. Anne-Catherine, si on veut demain ouvrir un gîte chez soi, c'est automatique, on peut adhérer à l'association, c'est ouvert à tout le monde ou est-ce qu'il y a vraiment une sélection comme n'importe quel réseau ? Il y a une sélection comme dans n'importe quel réseau parce que Gîtes de France a la particularité d'être également un label qualité. Donc on a des grilles avec des normes qui font que tous les hébergements ne sont pas éligibles. Et puis c'est également un réseau qui a des valeurs fortes, qui sont des valeurs d'accueil, des valeurs de partage. C'est un réseau associatif et donc on a 60 000 adhérents qui sont présents, certains depuis très très longtemps puisqu'on en est aux 3e génération pour certains d'entre eux, mais tout le monde ne rentre pas dans le réseau Gîtes de France. Marc, est-ce que vous diriez, vous, que la franchise est un bon moyen quand on veut se lancer dans l'entrepreneuriat aujourd'hui ? Je réfléchis parce que je répondrais oui et non. Si vous deviez lancer un un nouveau business, vous choisiriez ce modèle ? Si c'est un nouveau business et qu'il y a un savoir-faire qui est quasiment inexistant, vous n'avez aucune raison de vous mettre en réseau. En revanche, si vous êtes dans un métier comme est le nôtre, aujourd'hui, la location de véhicules, où il y a quand même des volumes importants, une concurrence importante, il est clair qu'un réseau va vous amener des avantages évidents en termes déjà de service commercial. On amène 35% du business en grand compte. Ensuite, on amène 50% du business B2C qui est amené par le site internet. Donc déjà, on amène plus de 50% du chiffre d'affaires. Rien qu'avec votre marque. Rien qu'avec la marque et l'enseigne. Donc là, il est clair que dans un métier comme celui-là, qui est un métier qui continue à progresser, mais qui n'a plus des marges de progression comme on a connu il y a une vingtaine d'années, je crois que là, c'est évident qu'il faut rejoindre un réseau de franchise. Je vois difficilement aujourd'hui comment on peut créer une société de location indépendante dans notre métier. Je me tourne vers notre avocat. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de risque ou moins de risque aujourd'hui quand on se lance en franchise que comme entrepreneur ?
Alors, on peut raisonnablement dire qu'il y a beaucoup moins de risques. Même si les franchisés sont des entrepreneurs. Oui, il ne faut pas l'oublier. N'oublions pas, on en parlait avant, que le franchisé, comment dirais-je, ne s'assied pas derrière son bureau en attendant la clientèle et en attendant que le franchiseur fasse le boulot à sa place. C'est pas du tout ça. Attention, il faut évacuer tout de suite. Surtout pas dans le service. Exactement. Et d'ailleurs, dans aucun autre secteur, c'est la même chose. Le franchisé ne vit pas, comment dirais-je, de l'impulsion du franchiseur. Elle participe à son succès, mais c'est un entrepreneur. Il va aussi au charbon, il doit s'investir pour réussir. Alors vous me demandiez si effectivement l'adhésion à un réseau est un gage de réussite. Je dirais, en tout cas, une bonne assurance pour limiter les risques. Je vous répondrai favorablement. Effectivement. Aujourd'hui, il y a des chiffres, je crois, là-dessus, qui sont assez clairs. Et si vous voulez, sans jamais prétendre, il faut bien insister là-dessus, sans jamais garantir la réussite absolue au franchisé, qui, une fois encore, est un entrepreneur, le franchiseur lui garantit au moins qu'il lui apporte un concept, qui a été testé, éprouvé, des moyens, un format, et que si le franchisé l'applique, il a toutes les chances de réussite. Il y a des accidents, ça arrive comme partout, mais globalement, c'est une forme de partenariat qui facilite très grandement le succès. Vous vouliez rajouter quelque chose sur ce point, Patrice ? Oui, parce que c'est très clair. Alors, vous avez dit que j'étais président de chambre de commerce. Merci. On est très bien accueillis ici au siège de la Chambre des métiers. D'abord, c'est clair qu'une entreprise accompagnée par une chambre consulaire, que ce soit d'agriculture, chambre des métiers, chambre de commerce, déjà le taux de survie ou le taux de mortalité, si on fonctionne qu'on le prend, est du double. Donc, une entreprise accompagnée a 2 fois plus de chances de survie à 5 ans. Et on multiplie encore par 2 pour les entreprises qui sont accompagnées par des réseaux, quelle que soit la forme du réseau. Alors, là aussi, ne mentons pas, il y a des réseaux on peut pas promettre 100% de réussite. Et il y a aussi des réseaux qui sont plutôt des vendeurs de tickets d'entrée. Et puis, ils ont intérêt, eux, à faire beaucoup de... Mais ça, c'est une minorité. Donc, il faut avoir confiance. La confiance se vérifie. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je conseillais d'appeler les membres du réseau pour savoir comment ils vivent leur réseau, comment ils vivent leurs réunions. On l'a déjà dit, mais c'est bon de le répéter, c'est l'ennemi numéro 1 de l'entrepreneur aujourd'hui, c'est la solitude. Oui. L'ennemi numéro 1, c'est la solitude. Et être accompagné par son comptable, son avocat, différentes structures patronales, et en plus un réseau, c'est se donner des chances supplémentaires de réussite. Oui, au niveau d'ailleurs, là, c'est là où je vous rejoins complètement, parce que selon les activités, nous on a une activité quand même un petit peu financière aussi, parce que faut investir dans des financements pour acheter des véhicules, ça représente des encours importants. Et au-delà de la formation, qui évidemment dans un réseau de franchise est déjà la base pour commencer à apprendre le métier, ensuite il y a tout ce qui est le suivi de l'échange des bonnes pratiques, et notamment nous tous les ans on met les bilans de tout le monde sur la table, les comptes de résultats de tous les franchisés sur la table, et on les fait venir dans des réunions, ce qu'on appelle des AGC, des ateliers de gestion comparés, et chacun peut comparer ses ratios de productivité, que ce soit au niveau de la partie vente, parce qu'il y a aussi des différences importantes en fonction tout simplement de comment on vend le concept ou le produit, mais aussi en fonction des achats et de la gestion. Et ça, c'est essentiel aujourd'hui. Ce qui démontre à nouveau que... On arrive à corriger le tir, on arrive à voir si certains franchisés commencent à prendre une dérive dans un sens ou dans l'autre, et à les aider à corriger le tir, parce qu'ils ont la preuve en voyant les autres. Il y a tous les chiffres de tout le monde qui sont au tableau en même temps. Mais ce qui montre aussi qu'il y a une nécessaire implication du franchisé, qui ne peut pas rester simplement passif, qui doit venir partager. C'est un véritable partenariat. Alors on ne l'oblige pas à venir, mais ils viennent volontiers, parce qu'ils sentent bien que c'est très important pour eux. Et puis au-delà de ça, ils apprennent ensuite, quand ils voient qu'il y a un ratio qui est bon chez l'un plutôt que chez l'autre, comment tu fais, et l'autre va expliquer comment il fait, quelles sont ses bonnes pratiques. Et ça, je peux vous dire que ça vaut tout. Tout l'or du monde. Ça, c'est encore mieux que la formation. Tout à fait. Donc ce qui est évoqué, il y a effectivement le fait de se mettre en franchise, c'est réussir plus vite et mieux que si on était seul, sinon ça veut dire qu'on n'a pas le bon franchiseur. Et c'est important que les franchisés, les candidats à la franchise aient un parcours long
pour justement se rendre compte de ce que apporte le franchiseur, et également rencontre les franchisés. Nous, on les fait, s'ils le souhaitent, on leur permet d'assister à des lancements d'agences franchisées, ce qui leur permet de découvrir les autres franchisés et de partager ce jour-là. Ils s'aperçoivent le savoir-faire, il est horizontal et il est vertical. Exactement. Ils s'aperçoivent de l'ambiance qu'il y a aussi dans le réseau et de la façon dont on fonctionne. Et ensuite, c'est très important, il y a l'accompagnement du franchiseur. Donc là, vous parliez effectivement de réunions hebdomadaires. Nous, on a 5 contrôleurs de gestion qui vont sortir les résultats des franchisés au mois le mois sur les 6 ratios principaux. Et ils sauront quels sont les 3 meilleurs, les 3 moins bons, où ils se situent, s'ils sont dans le vert, dans le orange ou dans le rouge. Et les animateurs réseau leur permettront de passer d'une couleur à l'autre. Et donc, si vous voulez, la notion d'accompagnement est très forte. Et ce qui est important pour un candidat à la franchise, c'est aussi de se dire combien y a-t-il de personnes au siège du franchiseur. Parce que quand on se dit, tiens, il y a une demi-personne par franchisé, on se dit quand même, là, il y a un accompagnement qui est plutôt costaud, quoi. Donc ça, je pense que ça fait partie aussi des choses à dire aux candidats qui sont face à nous. Prenez plein de renseignements, parce qu'il y a une forme d'inconscience à devenir patron, mais il faut que l'inconscience, elle soit maîtrisée, étudiée en amont, parce qu'à un moment donné, il faut effectivement se lâcher pour se mettre à son compte. Alors Martin, on le disait, donc ce qui est important vraiment quand on veut se lancer, premier conseil, téléphoner à d'autres membres, des gens qui sont déjà adhérents, membres d'un réseau pour avoir le ressenti. On vient de le voir, regardez le nombre de personnes au siège. Quels sont les autres éléments vraiment à avoir tout de suite en tête et en ligne de mire quand on veut rejoindre un réseau ou se lancer dans un système de franchise ou de coopérative ou autre? Vraiment les points clés à observer. Premier point clé, profiter de ce que la loi offre aux franchisés, c'est-à-dire l'information précontractuelle. Il existe en France un système qui vise à permettre aux franchisés de conclure de manière éclairée le contrat. Ça vaut d'ailleurs pour les autres types de réseaux. Dans la quasi-totalité des cas, la loi s'applique. On remet donc en amont de toute signature au candidat un certain nombre d'informations qui lui permet de comprendre ce qu'est le réseau, de comprendre son histoire, et cette information est gratuite. Alors, bien évidemment, elle est totalement gratuite. C'est important de dire aussi. Elle est obligatoire et elle est surtout très utile aux franchisés qui se donnent la peine d'en prendre connaissance et éventuellement de la faire lire par son conseil. À côté de ça, et là je ne ferai que redire ce qui a été dit, pour moi, la première précaution à prendre, c'est de contacter les autres membres du réseau. Ce sont eux les premiers indicateurs de la satisfaction et de la réussite. C'est pas compliqué, vous appelez 10 personnes, il y en a la moitié qui vous dit qu'elle est mécontente, vous pouvez vous poser des questions, parfois c'est plus. Quand globalement tout le monde est satisfait ou qu'on a toujours un mécontent, faut le savoir. Mais globalement, tout le monde est satisfait, c'est un bon indicateur aussi pour savoir si l'on rentre ou pas dans le réseau. Qu'est-ce qu'il faut privilégier quand on choisit un réseau? Est-ce que c'est plutôt la notoriété d'une marque, son implantation, son histoire, comme pour Gîtes de France qui est le plus ancien d'entre vous, l'expérience, la formation? Quels sont vraiment les éléments clés? Tout à la fois. Il faut tenir compte de tout. Et tous les réseaux n'ont pas forcément le même niveau effectivement de notoriété, le même niveau de taille. Pour autant, il faut savoir aussi se dire qu'il y a des opportunités à prendre. De jeunes réseaux qui ont une visibilité qui, sans être faible, va être naissante, sont souvent un moyen d'entrer dans le monde de la franchise dans des conditions favorables et permettent à des entrepreneurs en herbe d'arriver et de défricher un terrain qui justement n'est pas encore occupé puisque c'est un réseau naissant qui peut dans certains cas avoir peu de concurrents. Donc il ne faut pas hésiter à aussi s'intéresser à des réseaux qui n'ont pas forcément une grande notoriété. Oui, Patrice. Oui, alors, tout à fait d'accord, mais n'oublions pas l'essentiel, c'est d'abord la compétence. Maison et services, entreprise d'entretien de la maison. Si on me parle que client et on me parle pas salarié, alors que c'est 50-50. Donc ça veut dire que qu'est-ce qui fait quand vous allez choisir demain un métier, vous ne l'avez jamais fait, très bien, c'est pas parce que vous avez mangé 3 fois au restaurant que vous pouvez penser demain que vous allez être capable
de monter un restaurant, vous savez pas ce que c'est que leur marché CP, vous avez, etc., etc. Donc ne jamais croire que le métier du voisin est facile. Donc moi j'attache, bien sûr qu'on peut apprendre, pas de problème. Moi j'attache beaucoup d'importance d'abord à voir les qualités humaines en fonction. Je parle de mon métier, prestation de service, et de voir des meneurs d'hommes, des managers. On peut apprendre, on va transmettre un savoir-faire. Mais on se marie pour un petit moment quand même. Donc c'est pas une aventurette, quoi. Donc d'abord c'est le métier, est-ce que je me mets dedans, quoi. Et qu'est-ce qui fait que je vais être meilleur demain que mon voisin. Donc le marché ne vous a pas attendu. Il y a déjà des gens qui travaillent. Donc voilà, c'est toujours pour compléter, mais je suis d'accord avec tout. Mais le métier, c'est vie ma vie, quoi. Donc il faut s'y voir dans le métier. Moi je vois des gens qui veulent changer de métier, changer de région. Extraordinaire, c'est pas parce qu'on va en vacances dans une région qu'on l'a trouvé sympa qu'on va s'y plaire à vivre. Chaque région a ses caractères, etc. Donc c'est important ça, donc de bien essayer. Alors sur le métier justement, Anne-Catherine, vous le rappeliez tout à l'heure, Gîtes de France sont à la base des agriculteurs qui ont créé ce réseau. Et est-ce que justement l'écueil, c'est pas de se dire j'ai un logement, je suis pas spécialement hôtelier, mais après tout je peux m'improviser hôtelier. Comment vous évitez cet écueil de votre côté? Alors nous, on fait un accompagnement très important pendant tout le temps du projet. Qui dure combien de temps? Assez longtemps, parce que souvent les gens ont un bâti et ont le projet alors soit ils en ont pas et ça dure encore plus longtemps, soit ils en ont un et il y a quand même le temps de la rénovation. Souvent ils nous contactent très en amont. Et on a quand même 60 ans d'expérience. L'idée, c'est vraiment de s'assurer que le projet, que ce qu'ils vont faire va bien être en adéquation avec ce qu'ils en attendent. Oui, parce que ce que disait Patrice, c'est ce qu'on appelle beaucoup le syndrome de la chambre d'hôte, voilà. Justement, de gens donc, qui se lancent. Donc il y a beaucoup de projets que l'on refuse, où on dit à la personne, non, ne faites pas, parce que vous en attendez une activité principale, ou vous voulez faire des investissements qui sont conséquents, et vous n'allez pas y arriver, parce que vous n'allez pas avoir la rentabilité que vous allez entendre. De la même façon, si on n'aime pas accueillir des gens chez soi, il ne faut pas ouvrir une chambre d'hôte. Et malgré tout, voilà. Oui, le béaba, mais c'est le béaba, oui, mais parfois on est un peu surpris des choix que peuvent faire les gens qui fantasment un métier ou une nouvelle vie et qui veulent partir en région. Donc il y a un vrai travail d'accompagnement qui met assez longtemps. Vous vouliez rajouter ? Oui, qu'en fait, il y a justement le fait d'aller à la rencontre d'autres franchisés. Puis aussi, on s'aperçoit que nos candidats, nous, si on parle de notre réseau, on a la moitié des franchisés qui viennent de réseaux d'intérim, mais on a l'autre moitié qui viennent de tout autre secteur d'activité. Donc, le moment parcours d'intégration, chez nous, c'est une journée découverte, 2 journées d'immersion, la participation à une opération de lancement. Ça permet aux personnes de se dire, est-ce que je vais me plaire là-dedans? Parce qu'en fait, finalement, tout ce qu'on peut dire, je pense, tous autour de cette table, c'est que faites un métier que vous aimez parce que vous allez prendre du plaisir et vous n'aurez pas l'impression de travailler. Et qu'à partir du moment où ça se passe de cette façon-là, il y a quand même toutes les chances de réussite si vous avez en plus choisi un franchiseur, j'allais dire, qui lui aussi aime son métier. Oui, vous voulez rajouter? Juste un mot. Il faut aussi éviter une déconvenue malheureusement trop fréquente. C'est qu'on se rend compte que parmi les candidats à la franchise ou à l'intégration dans un certain nombre de réseaux, beaucoup d'entre eux, quelques-uns plus exactement, sont en fait des personnes qui cherchent un contrat de travail par dépit et se voient plus franchisés pour trouver une solution de sortie qui peut marcher, si finalement ils savent procéder à une mutation qui les transforme en entrepreneurs. Il faut faire aussi attention à imaginer la franchise comme un succès d'année au contrat de travail. Parce que ça, malheureusement, on rencontre quand même un certain nombre de profils de personnes qui cherchent à trouver une solution dans la franchise, alors que c'est pas tout à fait leur profil finalement. Oui, justement, j'allais vous en parler. Ça, oui. Les tests sont aussi un bel outil pour ça, puisqu'en fait, on a effectivement, nous, on fait passer des tests aussi à nos candidats, et il faut que la personne, elle ait quand même une motivation de pouvoir plus forte qu'une motivation de protection, parce qu'une motivation de protection forte fait qu'on reste salarié. Et quand j'ai un candidat où je vois que on est plutôt dans ce genre de ratio, je lui dis, mais quand je vous entends parler, je me dis que peut-être demain, si vous trouviez un emploi, vous ayez suffisamment d'autonomie, vous seriez aussi partant pour ça.
Et en général, il vous répond oui. Et donc ça, c'est quelqu'un qui n'est pas prêt pour être entrepreneur. Pour être entrepreneur, même sous la forme de même sous la forme de franchise. La forme de franchise, c'est effectivement le transfert de savoir-faire, c'est partir avec oui, une notoriété. Enfin, moi, mes franchisés, la première année, ils ont 500 000 € de budget com. Un indépendant n'aura jamais ça. Donc, c'est des moyens démultipliés, des moyens d'achat, c'est apprendre plus vite, c'est une formation importante, 3 mois chez nous. Mais derrière ça, on est entrepreneur, quoi. Donc, on peut pas dire si je réussis, c'est parce que je suis bon. Si je réussis pas, c'est parce que mon franchiseur est mauvais. Donc ça, on entend souvent dire que la franchise, c'est rejoindre un petit peu l'aventure entrepreneuriale de quelqu'un d'autre. Est-ce que, Marc, pour vous, c'est quand même aujourd'hui être entrepreneur à part entière que d'être franchisé? Ah oui, absolument. Absolument. Même si tout à l'heure, j'expliquais on apporte quasiment l'équivalent de 50% du chiffre d'affaires. Il reste 50% évidemment qui est en général en B2B local. Et là, il faut vraiment être un entrepreneur et pas ne serait-ce qu'au niveau d'ailleurs de chercher les clients. Il y a aussi la partie gestion. Sur toute la partie gestion, si on n'a pas un peu quand même quelque part un petit peu de formation à ce niveau-là et quelques gènes qui permettent plutôt des gènes. Je pense que les gènes sont très importants là, ça c'est vrai. Et donc je vous rejoins, c'est vrai que nous on ne fait pas de tests psychologiques aujourd'hui pour recruter les franchisés, mais je me demande si finalement faire quelque chose pour vous. Finalement, ça serait peut-être pas une bonne solution parce que il est clair que il suffit pas d'être un bon commercial pour vous rejoindre. Et en fait, alors en revanche, il y a une chose qui est sûre, c'est que nous, on a eu des franchisés qui venaient de tous les métiers. En général, ce sont ceux qui étaient dans les métiers de service qui réussissent le mieux, quand même, ça c'est clair. Mais on a eu donc des anciens commerçants ou des anciens salariés. Et je ne peux pas dire qu'il y a une règle, il y a eu plus de réussite sur les anciens commerçants que sur les anciens salariés. Donc c'est très délicat, c'est pas si facile que ça d'arriver à trouver ce qu'est le bon profil génétique de l'entrepreneur, du futur entrepreneur. Mais quoi qu'il arrive, pour répondre à votre question, il faut avoir l'esprit entrepreneur. Ça, c'est clair. Vous disiez, il faut être d'ailleurs très justement. Il faut être commerçant, se frotter à la gestion, etc. Pourtant, chez Gîtes de France, Anne-Catherine, vous expliquez que malgré tout, l'intérêt de faire partie d'un réseau, c'est quand même de pouvoir se consacrer et se concentrer sur ce qui fait l'intérêt du métier, essentiellement. Oui, tout à fait. Alors chez nous, les gens qui viennent, ils ouvrent un hébergement touristique parce qu'ils ont envie d'accueillir des touristes. Et c'est quand même le gros de leur métier. La partie des formalités administratives, de savoir dans quelle case il faut cocher telle chose, de savoir quel est l'outil informatique dont il faut équiper son hébergement, c'est pas ça qui les motive. Ce qui les motive, c'est de faire un hébergement le plus beau possible et de rencontrer le plus de touristes possible. Donc c'est ça l'intérêt de rejoindre un groupement, c'est que vous allez bénéficier de l'expérience sur tous les aspects pénibles du démarrage. Vous allez bénéficier de l'attrait de la marque et vous allez pouvoir vous concentrer à ce que vous aimez. Et ce que vous aimez, c'est le métier, c'est le business. Nous, chez Gîtes de France, c'est accueillir des touristes et c'est l'accueil. Dans les autres métiers, ça va être autre chose, mais c'est vraiment ça ce qui est l'intérêt de rejoindre un réseau. Vous diriez la même chose, Patrice? C'est vraiment pouvoir se concentrer, se consacrer au cœur du métier? Oui, bien sûr, on va pouvoir, on va mutualiser tout un tas d'outils qui font qu'on va consacrer le plus possible son temps chez Maison Service, moi c'est à ses salariés et à ses clients. Mais je voulais rajouter quelque chose parce qu'on est là aussi pour apporter du conseil aux internautes. Bien sûr. Alors je vais être un petit peu, mais voilà, c'est la vraie vie. S'il ne faut pas de chance pour réussir, il ne faut pas de malchance. Et la malchance, c'est la maladie, c'est le divorce. Un couple sur 2 aujourd'hui divorce. Et moi, alors évidemment, tout de suite, mais on est très à l'aise, vous voyez, mais j'en parle. Et je dis, quel est votre contrat de travail, votre contrat de mariage, vous voyez, quel est votre contrat de mariage? Parce que, en tous les cas, on part de zéro, on fait de la création, donc au départ, il n'y a pas d'argent, tout va bien, mais au bout de 5 ans ou 10 ans, nos entreprises ont de la valeur et on se retrouve avec, et on a un avocat autour de la table, il pourra nous en parler. Et donc, à un moment donné, on se retrouve, vous savez que l'inverse de l'amour, c'est la haine, et on se retrouve avec des gens qui se déchirent et qui n'ont pas les moyens de se payer la moitié et le divorce tue l'entreprise. Donc, s'il ne faut pas de chance, il ne faut pas de malchance. Et c'est des sujets aussi qu'un franchiseur doit aborder en toute simplicité. On n'est pas là dans la transmission de notre savoir-faire, bien évidemment, mais moi je leur encourage à aller voir leur notaire ou leur avocat pour aborder le sujet, parce que qu'est-ce qui se passe demain en cas de séparation du couple, et voilà. Et pour moi c'est important, je ne fais rien sans qu'on m'ait apporté une réponse à ce sujet.
quelque chose que vous confirmez, que vous conseillez également? Je confirme effectivement. Je peux même vous dire, aussi surprenant que cela puisse paraître, que j'ai parmi mes clients tête de réseau, certains d'entre eux qui ont organisé des services en interne de gestion de crise lors de ce type d'événement. Hein. Vous avez effectivement, moi ça m'a surpris, je dois le dire au départ, mais ça paraît finalement assez logique, un service, une sorte de psychologue, de permanent psychologue qui va répondre aux franchisés qui se trouvent face à des difficultés personnelles. Alors on sait que c'est des difficultés que traversent et que connaissent tous les créateurs d'entreprises. C'est pas propre à la franchise. L'intérêt là, c'est d'avoir une aide supplémentaire, même sur ces sujets-là, en fait. Absolument, absolument. Alors c'est encore très peu répandu à ma connaissance. Moi, j'ai 2 réseaux que je conseille qui pratiquent ce type de service, mais avec des résultats étonnants, je dois dire. Hein. Étonnants. J'ai assisté à une convention de l'un d'entre eux où ce service a été annoncé comme créé, ce qui a fait rire tout le monde. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, il marche à plein pot. Patrice, vous vouliez Oui, et puis c'est la force d'un réseau, c'est aussi sa richesse. J'ai moi malheureusement eu à déplorer l'année dernière le décès d'un de nos franchisés. Il y a une solidarité extraordinaire du réseau, et puis donc son épouse, qui n'était pas du métier, a pu reprendre, et on l'a accompagné, on l'a aidé. Cette entreprise, si elle avait été indépendante, n'existerait plus. Donc il y a aussi dans des moments de crise, quel qu'il soit, c'est la vraie vie, quoi. Un réseau, je le disais tout à l'heure, s'il n'y a pas d'amour, c'est pas la peine, quoi. Et donc si on n'a pas envie de donner, on recevra pas, et si on n'a pas envie de recevoir, on donnera pas. Donc il y a des choses qui s'expliquent pas. Alors c'est pas non plus une secte, hein, nous ne sommes pas des gourous, mais d'être dans un réseau, c'est impliquant. C'est impliquant, on est dans le partage. On est dans le partage, dans l'échange, dans le plaisir. Laurence ? Et là où je rejoins effectivement cette façon de penser, la franchise, c'est effectivement gérer une réussite, mais quand effectivement il y a une difficulté, c'est aussi ne pas être seul dans la difficulté. Nous, on a géré des reprises dans des cas difficiles. Alors forcément, on va pas trouver la bonne solution, on va trouver la moins mauvaise solution, mais au moins on va apporter une solution. Et on aura, nous on a un service, on a une responsable finance qui va aussi épauler fiscalement nos franchisés, puisqu'on sait très bien aussi en France, il vaut mieux avoir plusieurs petites entreprises qu'une grosse. Hein, donc elle va être aussi en accompagnement, donc soit sortie de pacte d'associés, soit problématique, soit reprise. Nous on les accompagne pour effectivement valider le repreneur et faire en sorte qu'il y ait continuité de l'affaire. Donc c'est, je ne vais pas dire que c'est la panacée, mais je vais dire qu'effectivement il y a ce type d'accompagnement dans les réseaux de franchise qui ont peut-être un petit supplément d'âme. Oui, et puis on est là aussi, on parle de création, mais c'est pas un sujet tabou. Une entreprise, c'est fait aussi pour être vendue. Chez Maisons et Services, il doit se vendre 2 ou 3 entreprises par an, qui sont aujourd'hui reprises toutes par des membres du réseau, qui cherchent à croître et à se développer. Mais je crois que c'est aussi important, on aide à créer, on aide à grandir, mais il y a des gens qui prennent leur retraite, il y a des gens qui veulent aussi changer, parce qu'au bout de 10 ans, j'ai envie de changer. Voilà, donc on doit, à mon avis, être là aussi pour les accompagner dans ces moments-là. La transmission, c'est quelque chose que vous gérez aussi chez Gîtes de France ? Nous créons 3200 gîtes chaque année, donc il y en a qui sont transmis, effectivement, il y en a d'autres qui changent de vie, puis il y en a qui réouvrent aussi. Parce que après une parenthèse. Voilà, il peut y avoir des parenthèses. Un enfant qui reprend une propriété, parce que souvent c'est quand même des hébergements qui sont attachés à des propriétés, qui décident de pas se lancer tout de suite dans l'activité touristique, et puis qui après y a goûté et se dit que quand même il va réouvrir. Donc oui, c'est des choses qu'on accompagne. Et vous, Marc, est-ce que par exemple ça pourrait arriver que un nouveau franchisé reprenne une franchise déjà existante chez vous ? Oui, nous on a un turnover qui est assez important. Tous les ans, on a des franchisés qui veulent vendre leurs affaires, qui peuvent être rachetés soit par des franchisés collègues du réseau, mais aussi par des gens de l'extérieur qui veulent rentrer dans ce métier de location de voitures. Il nous est arrivé, nous aussi, en tant que franchiseurs, ayant nous-mêmes une activité succursалiste, de racheter, sur vos 300, d'acheter temporairement pour porter, parce qu'on ne trouve pas toujours le candidat au bon moment. Quelquefois, on a des accidents de la vie, comme vous le disiez, et nous, on a toujours porté dans ces cas-là. Donc plutôt que de fermer on porte, et après on voit si ça s'intègre dans le réseau des succursales, ou si un autre franchisé veut le reprendre.
Le directeur général dit qu'il joue au Monopoly, mais c'est un peu ça. Hein. Tous les ans, il y a des agences succursales qui deviennent franchises, des franchises qui deviennent succursales. Ça tourne, c'est la vie du réseau, ça. Oui. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que chez Maison de Service, il y a des entreprises aujourd'hui à vendre. Je suis complètement dans ce cas-là. On accompagne des gens qui veulent, on parlait de divorce, mais il y a aussi des mariages. Donc il y a des gens qui, parce que j'ai un exemple en tête, mais il y a des bébés, il y a des bébés chez Temporis. Il se reconnaîtra. On a des enfants de la famille. Et donc on a des franchises qui deviennent filiales quelque temps. Et donc on a aujourd'hui aussi, nous, des filiales qui peuvent permettre à des créateurs de ne pas partir de zéro, mais de partir avec des entreprises qui existent déjà. Donc renseignez-vous aussi auprès de ces réseaux, quels qu'ils soient, pour savoir s'il n'y a pas non plus des reprises, parce que nous, on anticipe. C'est vrai qu'on parle beaucoup de la franchise comme des créations, mais on peut aussi reprendre absolument. Ça, c'est peut-être la différence avec justement un groupement, parce que là, j'imagine que vous ne gérez peut-être pas d'activité en filiale. Non, on ne gère pas d'activité en filiale. En revanche, on essaie de recenser les gens qui ont le souhait d'arrêter leur activité et de vendre leurs biens immobiliers, parce qu'il faut vendre le bien immobilier, de façon à pouvoir le proposer à des gens qui sont en recherche. Dans une bourse. Voilà, exactement. Ouais. Laurence, vous aidez des salariés à se lancer eux-mêmes en franchisé aussi. Oui, c'est une autre démarche. Ah oui, c'est carrément une autre démarche. Et ce qui m'a fait progresser mon nombre de femmes franchisées, d'ailleurs, ce que je disais. J'ai d'ailleurs une personne qui a travaillé pour moi pendant 10 ans et est maintenant franchisée à Roubaix. Donc, d'ailleurs, pour moi, c'est vraiment une belle récompense parce que ça veut dire que les gens qui ont travaillé soit pour le franchiseur ou en fait se disent c'est super et un jour nous on pourra aussi être à notre compte. Et on a été même encore plus loin puisqu'en fait on a choisi de privilégier les compétences aux finances et on dit nous avec 90 000 euros on peut très largement s'installer, 60 000 euros c'est possible et 30 000 euros c'est possible avec justement le support du franchiseur. Et c'est des cas comme ça où en fait on avait des plus jeunes, on va dire, qui avaient les compétences et qui aujourd'hui, avec qui on a fait un pacte d'associés qui sont pour un certain nombre sortis du pacte d'associés, ils sont complètement indépendants et le pacte d'associés est signé au démarrage, les conditions de sortie sont prévues. Et on ne réévalue pas la totalité de l'entreprise parce que sinon ça ferait beaucoup trop. Donc on a un système de calcul qui, on va dire, favorable à des personnes qui peuvent ressortir et qu'on va accompagner sur la sortie en création de holding, pour que ce soit la holding qui rachète et pas eux directement. Enfin voilà, il y a un véritable accompagnement pour que, en fait, on ait un réseau qui nous ressemble avec des gens qui ont envie, quoi. Voilà. C'est ce qu'on appelle chez nous la franchise participative. C'est comme ça qu'on peut l'appeler. Vous-même, vous avez été salarié avant de monter ce réseau. Est-ce que la franchise, c'est un bon moyen pour quelqu'un qui serait salarié et qui aurait ce gène de l'entrepreneuriat de se lancer ? Oui, nous, de toute façon, la plupart de nos franchisés à nous sont d'anciens salariés. On a très très peu de franchisés qui étaient déjà entrepreneurs. Pratiquement, j'allais dire, des primo-accédants à la franchise et à l'entrepreneuriat. C'est la même chose pour vous, Patrice ? Oui, oui, complètement. J'ai peut-être aujourd'hui des franchisés qui sont devenus de véritables entrepreneurs qui ont investi et qui mettent des collaborateurs qu'ils impliquent aussi dans d'autres villes. Donc on commence à avoir des barons. Mais oui, ce sont tous des gens qui ont créé et qui ont été pour la première fois entrepreneurs. Tout à fait. Martin, vous qui avez un peu une position d'observateur, quels sont les secteurs que vous jugez comme ça les plus porteurs en ce moment dans le domaine de la franchise ? Est-ce qu'il y a des secteurs sur lesquels il peut être intéressant pour nos auditeurs ce soir de se pencher ? Alors, c'est toujours une question finalement assez délicate parce que pour le coup, plus que le secteur, c'est le réseau qui importe. Donc les hommes qui sont derrière. Les hommes qui sont derrière, la qualité de l'enseigne, la qualité du recrutement. Vous pouvez avoir des secteurs qui marchent du tonnerre et puis des réseaux qui sont des échecs cuisants. À l'inverse, vous pouvez avoir des secteurs très moyens et puis un réseau qui sort du lot. C'est plutôt comme ça qu'il faut procéder à la recherche plutôt qu'en s'interrogeant sur les secteurs porteurs, puisque un secteur porteur un jour peut le lendemain ne plus l'être du tout. Donc il faut être très nuancé quant à ce critère qui est important, mais qui est loin d'être le seul et qui est loin d'être le premier. Il n'est pas suffisant. Et plus que le secteur qui est porteur, il faut savoir si effectivement l'enseigne l'est.
effectivement, je le rejoins complètement parce que bon, on peut avoir un marché à plus 6, plus 8 et une enseigne qui est à plus 28. Et est-ce qu'on aime l'activité aussi ? Pardon ? Et puis est-ce qu'on aime l'activité ? Ce qui est aussi important, c'est de choisir quelque chose dans lequel on se sent bien. Ça va quand même être son métier, on va investir des sous, on est entrepreneur. Il faut aussi écouter de temps en temps son cœur. Oui, pas aller vers un secteur parce qu'il est à la mode si on n'est pas du tout, si on n'a pas aucune affinité. Moi, j'avoue que j'en ai souffert, parce que le secteur des services à la personne est devenu d'un seul coup complètement à la mode. Moi, ça fait 30 ans que je fais de la propreté industrielle. Maison et Services, c'est bien une entreprise de propreté, de nettoyage. On fait du ménage, du repassage et du jardinage chez les particuliers. On est dans le champ des services à la personne, mais c'est comme ça, c'est un hasard. Et j'ai vu un nombre incalculable de gens venir par opportunisme. Alors ok, il y a des gens qui réussissent parce que tout le monde... Mais un paquet qui n'était pas du tout du métier. Et puis je rappelle que le service à la personne, ça veut rien dire. C'est comme si vous pariez le bâtiment, quoi. Menuisier, carreleur, peintre, ébéniste. Donc il y a 30 métiers. Donc ça, j'en ai souffert. Alors moins maintenant parce que le temps passe et les choses, on va dire, se rétablissent. Mais attention aux effets de mode, parce que derrière les effets de mode, il y a aussi, comme toujours, des petits malins et c'est la vraie vie, quoi. Donc le conseil aux internautes a déjà été dit 20 fois, mais on va le faire une 21e fois. Allez voir, renseignez-vous. Il y a aussi d'excellents commerciaux. Peut-être passer ce cap-là et gratter un peu pour voir ce qu'il y a derrière le vernis, quoi. On arrive à la fin. Très important que le candidat franchisé, c'est ce que disait très justement M. Le Péchon tout à l'heure, aille rencontrer un certain nombre de franchisés du réseau pour essayer de comprendre quelle est la culture de l'entreprise, du réseau, la culture du réseau plutôt d'ailleurs, et qu'à un moment donné, il essaye de voir si cette culture va coller avec ses goûts et sa façon d'aborder la vie professionnelle. Donc ça sera votre conseil pour terminer. Petit tour rapide, votre conseil pour terminer à quelqu'un qui voudrait se lancer et ouvrir son... Déjà l'heure, c'est trop vite. Voilà, qu'il faut oser. Voilà, si on veut entreprendre, il faut oser. Alors ça, c'est un conseil à donner plus particulièrement aux femmes. Parce que les hommes, ils osent en général. Mais les femmes, c'est vraiment à chaque fois que je fais une conférence pour les femmes, je dis, le seul mot qu'il faut retenir pour les femmes, c'est oser. J'ai 41% de femmes franchisées, j'en suis contente, mais j'aimerais bien que ça augmente encore. Oui, oser pour les femmes, c'est sûr. Patrice, votre conseil? Oui, c'est ça, tout a été dit. Je crois qu'il faut le courage être parfois, la chance être parfois, le courage toujours. Donc il faut travailler, il faut aller voir, il faut aller visiter, il faut surtout se renseigner, échanger et ne pas avoir d'a priori. Je crois que ça a été dit, ne pas avoir d'a priori, mais par contre, renseignez-vous. Et puis, bien évidemment, en France, là c'est le conseil peut-être du consulaire, il n'y a qu'un seul statut pour créer, c'est celui d'être demandeur d'emploi. Donc il faut se mettre dans cette situation-là. Et puis, allez voir les réseaux consulaires, allez voir vos conseils. En plus du franchiseur ou d'un réseau, entourez-vous. Vous ne réussirez jamais seul. Donc un banquier, un comptable, un avocat et un réseau consulaire. Ne restez pas seuls. Ceux qui pensent qu'ils peuvent réussir seuls sont des gens dangereux et qui échoueront. On ne réussit jamais seul. Mais les gens qui sont seuls ne viennent pas en franchise. Votre conseil? Alors je partage tout ce qui a été dit avant, bien évidemment, avec une remarque complémentaire, c'est qu'il ne faut jamais faire de choix par dépit. C'est-à-dire que soit on est emballé à 100%, soit on ne l'est pas. C'est-à-dire qu'on ne choisit pas le deuxième réseau sur sa liste qu'on aime moins parce que le premier vous a dit non ou qu'on n'a pas la capacité à financer son entrée dans le réseau. On ne devient pas, coursier en travaux parce qu'on a loupé une carrière de pizzaiolo. Très bien. Écoutez, j'espère que nos auditeurs et auditrices ce soir auront été convaincus à 100% par tout ce que vous nous avez dit. Merci à l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat, la PCMA, de nous avoir accueillis aujourd'hui dans cette très belle salle parisienne. Les conférences du jour, les webinars qui ont eu lieu toute la journée sont toujours visibles en replay sur le site. Le salon virtuel reste ouvert demain et samedi pour ceux qui auraient des questions complémentaires, besoin de documentation. Retrouvez vos différentes enseignes et vous retrouvez donc jusqu'à samedi. Rendez-vous en vrai cette fois-ci les 4, 5 et 6 octobre au Palais des Congrès de Paris pour le salon SME sur le thème, on s'y retrouve, de l'audace, donc pour oser entreprendre. Merci et à bientôt.